sommes maintenant parfaitement acclimatés à l'altitude. Pendant 20 jours, nous avons fait à pied, ou à ski quand la neige était trop profonde, le siège du Dhaulagiri. Mais toutes nos tentatives ont été vaines. Il faut nous rendre à l'évidence. Le Dhaulagiri serait une entreprise longue, très difficile et surtout très dangereuse. Et le soir, dans notre camp, nous rêvons à ces montagnes peut-être inaccessibles. Nous tournons alors nos regards vers l'est. Par-delà la vallée se dresse un autre sommet de 8000 mètres, une citadelle de glace dont la cime émerge d'un rempart de montagnes moins élevées. C'est l'Annapurna. Mais sur ce versant, des gorges infranchissables le défendent contre toute approche. Nos cartes rudimentaires et nos observations depuis le versant opposé laissent entrevoir la possibilité d'une voie d'accès par le nord-est. C'est un raid de 8 jours en perspective. Herzog, Ishak, Rebuffa partent, franchissent un col. À la place de la profonde vallée qu'ils s'attendaient à trouver, ils découvrent un immense lac glacé qui s'étend au pied des montagnes à une altitude égale à celle du sommet du Mont Blanc. Ils s'engagent sur cette banquise en miniature malgré la répugnance de leurs porteurs terrifiés et il leur faut une demi-journée pour atteindre l'autre extrémité du lac. Déception, leur regard bute sur une immense chaîne de montagnes inconnues. L'Annapurna est invisible. Et c'est au beau milieu de cette muraille que devrait exister, si l'on en croit la carte, un passage facile pour bêtes de somme. Un temps précieux s'écoule en tentatives décourageantes. C'est alors qu'un faible espoir nous apparaît. Après 4 jours de marche, Kusi et Schatz ont découvert sur l'autre versant un passage qui conduirait au cœur du cirque intérieur de l'Annapurna. Vaincus par la soif et la fatigue, ils ont dû battre en retraite avant d'avoir pu l'explorer à fond. Dès son retour, Maurice Herzog questionne longuement Kusi. Mais celui-ci n'a pu juger des difficultés de l'immense montagne. L'attaque paraît possible, voilà tout. Décision prise à l'unanimité. Toutes les forces de l'expédition seront jetées dans cette dernière tentative. C'est la seule chance qui nous reste. Dans 20 jours, la mousson doit éclater et les sommets disparaîtront dans des tourmentes de neige. Un premier groupe, Lachenal, Schatz, Terray, va partir le jour même. Le matériel lourd est laissé à Tukusha. Le confort est sacrifié à la légèreté, c'est-à-dire à la vitesse, qui seule permet d'espérer le succès. Notre médecin, Jacques Oudot, fait subir à chacun un dernier examen. Épreuve désagréable, à en juger par la grimace de Schatz, qui suce consciencieusement l'inhalateur à oxygène relié à l'enregistreur de métabolisme. Mais ces résultats sont probants. Toute l'équipe parfaitement acclimatée est prête à supporter les épreuves d'un assaut à haute altitude. Les habitués des Alpes se sont aguerris à la chaleur, et Lachenal, dans un style très particulier, décore le dos déjà bronzé de son camarade Rebuffa avec une crème qui le protégera des dangereuses brûlures des ultraviolets. De son côté, Noyel a fort à faire pour recruter les porteurs nécessaires. Voici par exemple un excellent coulis qui nous a déjà rendu de grands services. Il nous le faut. L'homme est hésitant. Antarké et le chef du village cherchent à le convaincre. On fait appel à tous les arguments. On lui donnera de belles chaussures et beaucoup de roupies. Non. Il ne veut plus retourner dans la montagne avec les Saïbs. Ceux-ci l'ont bien payé, il a gagné assez d'argent comme cela. Pourquoi irait-il encore se fatiguer? Mystère de l'âme asiatique. Brusquement, il éclate de rire et se retourne pour préparer sa charge. Il va nous accompagner. Même Rana, notre officier de liaison, montera jusqu'au camp 1, un record pour l'armée népalaise. Et il graisse soigneusement ses chaussures de montagne. Son seul regret, c'est de laisser ici son cheval qui broute déjà l'herbe à la place de nos tentes démontées par les Sherpas. Nos fidèles compagnons sentent aussi la gravité de la décision qui vient d'être prise. Une tâche les attend pour laquelle ils sont irremplaçables. Ravitailler les camps d'altitude, seconder les cordées d'assaut. Nous savons que dans les heures difficiles qui vont venir, nous pourrons compter sur leur dévouement. Le lendemain, un deuxième groupe se met en route. Les réserves de vivres et de matériel suivront quelques jours plus tard. Herzog quitte Tukusha à la tête du petit détachement. En passant devant les moulins à prière, les Sherpas les font tourner vigoureusement. Et chacun, dans le fond de son cœur,
souhaite que cela soit de bon augure pour l'avenir de l'expédition. Ce vestibule de la haute montagne réserve des rencontres imprévues. Les arbres de 20 mètres, aux fleurs rouges, sont la réplique himalayenne du rhododendron, modeste buisson de nos Alpes. Et ce matin, plusieurs centaines de singes ont coupé notre piste. Aux images des tropiques succèdent les sommets glacés. Au pied des Nilgiri, les montagnes bleues, s'ouvre un col sans nom, seule brèche ouverte dans les défenses extérieures de l'Annapurna. Voici la montagne, objet de nos rêves. 7 kilomètres nous séparent du sommet à vol d'oiseau. Des journées s'écouleront avant que nous touchions le piédestal de la montagne. Parfois, les nuages s'écartent. Le sommet apparaît, se découpant dans une fenêtre de ciel bleu, toujours aussi lointain et immatériel. Nous longeons les gorges profondes, inaccessibles, où coule la rivière issue des glaciers de l'Annapurna, jusqu'au point où il nous faut redescendre pour la traverser et reperdre l'altitude péniblement gagnée. Les coulis ne goûtent pas la passerelle que nous avons construite et il faut longuement insister pour qu'ils s'y engagent. Tout à l'heure, un homme est tombé à l'eau avec sa charge. Nous avons repêché l'un et l'autre. Notre docteur, brusquement inquiet, se précipite. Il a reconnu la caisse de médicaments et celle-ci, autant que celui qui la transporte, est l'objet de sa sollicitude. Quant au cinéaste, il est à l'affût pour ne pas manquer une chute spectaculaire si elle se produit. Un homme hésite, trébuche, se rattrape. Heureusement d'ailleurs, car la cantine qu'il transporte contient tous les films et le matériel cinématographique. Le 17 mai, 4 jours après avoir quitté Tukusha, l'avant-garde de l'expédition atteint le fond du cirque intérieur de l'Annapurna, sanctuaire interdit où aucun homme n'a pénétré avant nous, et installe le camp de base à l'extrémité du glacier. Une véritable prison, ce camp de base. Les murailles farouches le dominent de 4000 mètres. Premier avertissement de la montagne. Cette nuit, le souffle d'une avalanche a arraché les tentes des porteurs. Ceux-ci n'avaient nullement besoin de cet encouragement. La plupart nous quittent et s'engagent à revenir dans 20 jours chercher nos bagages. Que sommes-nous venus faire dans ces montagnes maudites, se demandent-ils. Leurs yeux inquiets se tournent vers Rebuffa et Terret, qui discutent de l'itinéraire, tandis que la Chenal l'étudie dans ses jumelles. Voici l'arête qu'ils se proposent d'attaquer. Une échine de roc et de glace qui jaillit vers la cime. Mais quand, après 3 jours d'efforts, Herzog et Terret parviennent au petit sommet triangulaire que l'on aperçoit sur la droite, ils doivent faire demi-tour. Sage décision. Une brèche infranchissable s'ouvrait à mi-hauteur. Ce n'est qu'en rêve que nous l'avons passé, escaladant les dentelures de glace jusqu'à ce sommet qui, dans les jumelles où le téléobjectif de la caméra, semblait à portée de la main. L'immense glacier, dont la cascade vient s'écrouler jusqu'au camp de base, reste la seule voie possible pour pénétrer plus avant dans le cœur du massif. La Chenal et Rebuffa ont trouvé sur la gauche le défaut de sa cuirasse. Le camp 1 est établi sur le plateau du glacier. Mais ce soir, quand notre caravane de ravitaillement y parvient, le camp est désert. Les cordées d'assaut sont déjà reparties à l'attaque. À plus de 5000 mètres, les porteurs, épuisés, s'arrêtent. Quand le soleil se couche, les nuages se dissipent, et comme un mirage, l'Annapurna nous apparaît.
glacier, où règne déjà l'ombre, nous entendons des cris. Dans la brume qui traîne, deux hommes cherchent leur chemin dans le dédale des crevasses. Nous appelons. Ils se rapprochent. Nous reconnaissons Marcel Schatz et un Sherpa. Bonne nouvelle. Ils redescendent du camp 3 qui vient d'être installé. Une moins bonne. Herzog, stoppé dans son avance, réclame des provisions, des tentes et du matériel. C'est à notre tour de les rassurer. Noyel est arrivé de Toukoucha le matin même avec toutes les réserves. La soudure est réalisée entre l'arrière et l'avant. Le soir, sous la tente, le communiqué de la radio indienne diffuse la nouvelle que nous redoutions. La mousson vient d'atteindre le Bengale. Dans quelques jours, elle peut être sur nous. Mais le matin, le soleil qui se lève dans un ciel pur dissipe nos angoisses. Il réveille le camp figé par le froid nocturne. Les nuages sont prêts, comme chaque jour, à monter à l'assaut des sommets. Beau temps le matin, nuages et neige dans la soirée, tel est le rythme auquel nous sommes maintenant habitués. Hadjiba va à la fontaine. La glace, détachée à coups de piolet, va fondre lentement sur le réchaud et, avec beaucoup de patience, nous aurons dans 40 minutes une tasse de thé tiède. Face à nous, l'Annapurna présente son éblouissante paroi nord où nous allons vivre quelques-unes des heures les plus exaltantes de notre vie. L'itinéraire, dans sa première partie, ne pose plus de problème. Une longue montée dans les pentes de neige jusqu'au plateau où le camp 2 est installé. C'est là que les véritables difficultés commencent. Mur de glace, couloir d'avalanche dont il faudra s'échapper vers la gauche en traversant l'immense entonnoir de la Faucille dont les rochers supportent les pentes terminales moins inclinées. Une dernière paroi, un couloir de neige, et ce sera peut-être la victoire. Un peu plus tôt, chaque jour, les nuages nous enveloppent. Nous nous élevons vers le camp 2, où nous retrouverons Terray et Rébuffa. Nous y parvenons sous des rafales de neige. La menace de la mousson se précise. L'Annapurna sera vaincue avant 3 jours, ou ne le sera pas. Mais toutes les forces de l'expédition sont maintenant échelonnées entre 6000 et 7000 mètres, prêtes à l'assaut décisif. « 1er juin. Les Sherpas travaillent depuis l'aube à rassembler le matériel enseveli sous la neige. 2 tentes sont démontées pour équiper les camps supérieurs. Ce simple travail provoque un essoufflement pénible à 6000 mètres où l'air a déjà perdu plus de la moitié de sa densité. Sous la direction du docteur, Noyel sert de cobaye pour laisser les appareils à oxygène. Trop lourds pour être employés à l'assaut final, ils doivent être prêts dans les camps pour ranimer en cas d'urgence les grimpeurs épuisés. Rébuffa et Terray partent avec 3 Sherpas. À peine quittent-ils le camp qu'un sourd grondement retentit. L'avalanche vient balayer les pentes où ils vont s'engager. Acceptant le risque, les 2 caravanes poursuivent leur route et profitent de la neige durcie par le passage de l'avalanche. Un dur travail les attend. Ils doivent s'ouvrir leur route dans ce chaos glaciaire qui, d'en bas, paraît insurmontable en contournant les murs de Sirac par des pentes de neige de plus en plus inclinées. Les Sherpas connaissent bien maintenant l'usage des crampons et du piolet. Quand la neige devient profonde, l'homme le moins chargé fait la trace. 50 mètres plus haut, un immense mur de glace vertical paraît interdire tout passage. Là, Herzog a bataillé pendant 2 heures avant de l'escalader. Maintenant, des marches et des prises pour les mains sont taillées dans la glace. Une corde laissée à demeure facilite le passage.